Fidèles téléspectateurs, vous êtes les bienvenus à votre émission Caribe Environnement. Caribe Environnement, c'est une émission qui aborde toutes les questions liées à l'environnement au niveau de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler bien sûr de l'économie verte. C'est quoi l'économie verte? C'est un nouveau concept au niveau mondial, mais au niveau de la République démocratique du Congo, ça fait aussi une actualité, mais également les processus RED, parce que la République démocratique du Congo s'est engagée à réduire ses émissions issues de la déforestation et la dégradation des forêts, la préservation de la biodiversité, la gestion des forêts et aussi l'augmentation du stock de carbone. Sur ce plateau, Caribe Environnement reçoit Léon Kanumbizi, qui est l'ancien coordonnateur national du processus RED au niveau de la République démocratique du Congo, actuellement, qui est le coordonnateur de la décentralisation, bien sûr, des RED Plus en RDC. Et nous avons Fabien Montey, qui est le conseiller technique principal du processus RED, bien sûr, pour la République démocratique du Congo au sein de la coordination nationale RED. Bonjour à tous, une fois de plus. Bonjour. Ok. Première question, c'est une question de savoir, une question générale que nous voulons savoir, la compréhension, bien sûr, de l'économie verte. Est-ce que ce nouveau concept, vraiment, ça peut correspondre au concept de la République démocratique du Congo et son champ d'application, comment peut-il en approprier? Fabien. Ça fait beaucoup de questions déjà. Je vais commencer par une précaution, c'est qu'il n'existe pas, je dirais, de dictionnaire de l'économie verte. Il n'existe pas une définition entendue communément, mondialement, etc. de l'économie verte. Et d'ailleurs, si vous regardez les discussions de la conférence de Rio, vous voyez que de nombreux experts du sujet viennent avec des entendements assez différents. Donc, juste pour dire, voilà, c'est pas un concept qui est normé internationalement, c'est plus, je dirais, un concept qui vit et qui vise à mettre en avant un certain nombre de réalités qui sont liées à l'économie, qui sont liées à la place de l'environnement dans l'économie, etc. Donc, pour faire simple, qu'est-ce qu'on peut essayer de comprendre dans l'économie verte? Qu'est-ce qui est essentiel d'en retenir, finalement? C'est peut-être que, lors du développement industriel dans la plupart des pays occidentaux, la question de l'environnement était parfaitement inexistante. On ne se posait pas la question de savoir l'environnement, sa place, sa durabilité, etc. Et puis, la question environnementale est venue progressivement, d'abord comme un frein au développement, comme une question, je dirais, qui disait, OK, il y a soit le développement, soit l'environnement, et on ne peut pas faire les deux, d'accord ? Je dirais, la pensée internationale des questions de développement nous a amené dans les dernières décennies à évoluer vers le concept de développement durable, qui vise justement à réconcilier l'environnement et le développement économique et la croissance économique. Donc ce qu'il faut voir dans l'économie verte, c'est d'abord c'est de l'économie, d'accord. Donc c'est un processus de production de valeur, d'accord, où on transforme un certain nombre d'éléments pour créer de la valeur, que ce soit de la valeur, je dirais, humaine, des capacités, d'accord, de l'éducation, etc., que ce soit de la valeur matérielle, marchande, financière, etc. On crée de la valeur en transformant quelque chose. Et ce quelque chose, l'idée de l'économie verte, c'est qu'on va le transformer de manière, je dirais, durable, de manière durable écologiquement, c'est-à-dire qu'on va valoriser les ressources naturelles, mais on va en même temps les préserver. Et aussi, il y a la notion d'équité sociale, c'est-à-dire dans l'économie verte, alors la couleur verte renvoie souvent aux notions environnementales, mais on a aussi cette notion d'équité sociale, c'est-à-dire qu'il faut que la création de richesse qu'amène cette économie-là soit une richesse qui soit partagée, qui soit équitablement partagée, etc. Donc en fait, l'économie verte, ça s'applique, j'ai envie de dire, à tous les secteurs de l'économie. D'accord, ça peut s'appliquer dans l'agriculture, ça peut s'appliquer dans la foresterie, mais ça s'applique aussi dans le bâtiment, dans l'énergie, dans les transports, dans l'industrie. Et c'est simplement, je dirais, une manière de concevoir une façon de produire de la richesse qui va respecter l'environnement et qui va aussi valoriser les ressources. Donc, si je prends la question de la forêt qui nous intéresse beaucoup en RDC,
on peut dire la forêt, si la RDC se développe, elle va détruire la forêt. D'accord ? Donc si je suis un écologiste, je vais dire il ne faut pas que la RDC se développe. Si je suis un développementaliste, je vais dire il faut se développer, donc on n'en a rien à faire de la forêt. Ok, je résume. La question de l'économie verte, c'est justement de dire non, il y a des manières durables, d'accord, de valoriser cette forêt, c'est-à-dire il ne s'agit pas de la mettre sous cloche, il s'agit de la valoriser, alors que ce soit par de l'exploitation industrielle, artisanale, par l'exploitation des produits forestiers non ligneux, d'accord, les différents bénéfices, les services rendus par la forêt, que ce soit des médicaments, de l'alimentation, etc. Que ce soit des services après, je dirais, non palpables au niveau local, mais tous les services que rend la forêt pour... par exemple, la régulation hydrique, le fait que les cours d'eau ont un certain débit, qu'ils maintiennent ce débit, etc., la qualité des sols, la lutte contre l'érosion. Voilà, tous ces services-là que rend la forêt, l'économie verte, c'est une façon de concevoir l'économie pour que cette forêt, elle soit valorisée, elle crée du développement, elle crée de la richesse, elle le partage de manière équitable, tout en préservant la forêt. Et de la même manière, dans le bâtiment, vous aurez des technologies pour faire en sorte qu'on construise tout autant, mieux, qu'on isole mieux, en utilisant des produits renouvelables, par exemple. De la même manière, dans les transports, on fera en sorte que les systèmes de transport, par exemple, utilisent moins d'énergie fossile, par exemple, qui émet beaucoup de gaz à effet de serre, mais va utiliser davantage de sources d'énergie durables, par exemple, ou de matériaux durables. Donc dans tous les secteurs, on peut imaginer des solutions de faire mieux, plus durablement, plus équitablement. Cela veut dire que ce sont des activités alternatives qui peuvent nous amener à une gestion durable. Monsieur le coordonnateur, bien sûr que vous êtes aussi ingénieur forestier. Sur les plans, comme Fabien venait de le dire, les domaines qui nous intéressent, c'est la forêt, bien sûr. Est-ce qu'on peut envisager une gestion durable ou un développement durable dans ces secteurs forestiers qui peuvent aujourd'hui nous donner les développements communautaires, bien sûr, de communautés et ceux qui dépendent des forêts? Comme vous l'avez dit, je suis ingénieur agronome spécialisé en foresterie. Ouais. Si on ne croyait pas à cela, on n'aurait pas fait ces études-là. C'est qu'effectivement, la forêt, il y a moyen de l'utiliser sans détruire ce que nous appelons le capital. C'est ça la notion qui a évolué. On parlait tantôt de gestion rationnelle, mais on a évolué pour aller vers la gestion durable, c'est-à-dire une gestion qui fait que vous utilisez la forêt, mais sans détruire de façon irréversible la forêt. Et tous les efforts qui sont menés par le ministère de l'Environnement dans le domaine de la gestion forestière, ça vont dans ce sens-là, c'est-à-dire pouvoir utiliser la forêt, mais sans la détruire de façon irréversible. Est-ce que la RDC aujourd'hui peut adhérer à ce nouveau concept? C'est un concept qui est en train de se développer, bien sûr. Mais quand on suit votre intervention, on prend en compte qu'il faut l'économie verte, il faut respecter néanmoins ce que je résume, mais trois aspects, aspect environnemental, aspect social et aspect économique. Est-ce que la RDC peut adhérer à ce nouveau concept? Oui, parfaitement. En fait, j'ai envie de dire, la RDC fait déjà de l'économie verte, elle en a toujours fait. C'est vrai, mais comment? Je ne sais pas, les modèles agricoles, par exemple. Dans l'agriculture, vous avez un certain nombre de modèles qui visent à reproduire un certain nombre d'activités, à produire, d'accord, donc à produire de l'alimentation, à produire de la richesse, tout en cherchant à préserver la qualité des sols, d'où la notion de durabilité. On a des pratiques agroforestières qui existent en RDC et qui à la fois créent de la richesse économique, qui préservent l'environnement, voire même qui le renforcent. On a des pratiques agroforestières, par exemple, ou diverses pratiques agricoles qui renforcent le capital, qui renforcent la qualité des sols tout en produisant, etc. Et qui en même temps peuvent avoir des approches sociales qui créent des emplois, notamment dans des zones, par exemple, rurales, peut-être défavorisées, etc. Donc, non, l'économie verte, naturellement, j'ai envie de dire, la RDC en fait déjà. La question n'est pas de savoir si l'économie verte est faite pour la RDC, etc. Je pense que la réponse est naturellement oui. C'est-à-dire que
L'opposition qu'on pourrait faire à l'économie verte, c'est peut-être une économie qu'on dirait brune, une économie, par exemple, de rente basée sur uniquement, par exemple, l'exploitation de richesses non durables. Je pense, par exemple, aux ressources minières ou pétrolières, etc. Le problème, c'est qu'on sait que ces modèles de développement sont aussi dangereux, c'est-à-dire qu'ils apportent, ils correspondent à beaucoup d'opportunités, d'accord, mais ils emmènent avec eux un certain nombre de risques. On connaît tous la notion de syndrome hollandais, d'accord, qui fait que si vous avez une économie qui est uniquement focalisée, par exemple, sur l'exportation de matières premières, vous, en contre-coup de ça, d'accord, vous détruisez les capacités de votre économie à répondre en matière, par exemple, de transformation industrielle, en matière agricole, etc. Donc, ce qui est essentiel, je pense, aujourd'hui pour la RDC, c'est de trouver des manières équilibrées de se développer. La RDC a un potentiel incroyable dans de très nombreux secteurs. Donc, j'ai envie de dire, la RDC n'a presque que l'embarras du choix. Elle peut être une puissance agricole, elle peut être une puissance énergétique, elle peut être une puissance minière, etc. etc. Sans parler, je pense, de l'agriculture, il y a la notion de surface, mais il y a aussi la notion de ressources en eau. 50% de la ressource africaine en eau douce en RDC, c'est devant les enjeux du réchauffement climatique, etc. C'est un potentiel énorme. Donc la question est de savoir comment est-ce que la RDC peut avancer dans son développement de manière à préserver ses ressources et à assurer un développement durable. Si demain son développement c'est je détruis toute ma forêt, j'exploite les ressources minières et derrière par cet excès-là, j'ai envie de dire, je détruis mes capacités à développer une agriculture, à développer une paysannerie, à développer une épargne locale, etc. D'accord ? Je vais me heurter à un certain nombre de risques, de facteurs de risque, qui feront que j'aurai certainement pas un développement équilibré, d'accord ? Ou alors à certaines conditions, etc. Mais ce qui est important de noter, c'est que si la RDC fait naturellement ce choix d'un développement équilibré, il ne s'agit pas de parler que de forêt, il ne s'agit pas de parler que de ressources en eau et de biodiversité, etc. Il s'agit de voir comment ces éléments-là s'insèrent durablement dans une stratégie qui est à la fois une stratégie qui passe par l'agriculture, qui passe par l'énergie, qui passe aussi par les mines, etc. Coordonnateur, votre point de vue à ce sujet ? Mon point de vue, c'est qu'effectivement, lorsque vous parlez de développement, ça englobe tous les secteurs. Et c'est là un peu l'innovation que mène la RED. C'est que jusque-là, vous prenez le ministère de l'Environnement, il était focalisé sur les forêts. Mais maintenant, quand vous parlez RED, c'est que vous ne pouvez pas avoir des résultats si vous n'associez pas toutes les parties prenantes, si vous n'associez pas l'agriculture, si vous n'associez pas l'énergie, les fonciers, l'aménagement du territoire. Donc en fait, c'est tout le monde qui est mobilisé. Il faut vraiment un document qui essaye d'englober tout le monde, un document de développement, pour que finalement on arrive à avoir un développement équilibré. Alors, parce que vous parlez de la RED, quelles sont les avancées significatives que vous avez obtenues pendant tous ces temps que vous avez piloté le processus et aujourd'hui, vous êtes en train de vous préparer pour Doha. Est-ce qu'on peut savoir? Avant d'arriver aux avancées, je crois qu'il faut d'abord dire que c'est la RED, parce qu'il y en a qui en entendent parler pour la première fois. Mais c'est quoi? Oui, lorsque vous parlez de RED, c'est réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation forestière. Alors on s'est dit, mais pourquoi on s'intéresse à ces émissions-là? En fait, pour être complet, ce sont les émissions des gaz à effet de serre qui proviennent de la déforestation et de la dégradation forestière. Pourquoi on s'intéresse à ces émissions? Tout simplement parce que d'après les experts, les changements climatiques que nous dénonçons ces derniers temps, l'élévation de la température, est causée justement par les gaz à effet de serre. Et il y a plusieurs sources de gaz à effet de serre. Tout le monde connaît qu'il y a l'industrie, il y a les transports, il y a l'énergie, ainsi de suite, qui produisent des gaz à effet de serre. Mais il y a une source qui est importante dans notre pays, c'est la destruction de la forêt. C'est pour ça qu'à notre niveau, dans les pays en voie de développement, on nous focalise sur ces émissions-là de gaz à effet de serre qui proviennent de la déforestation et de la dégradation forestière. Et vous savez que notre pays
héberge 10% des forêts mondiales, 60% de la forêt du bassin du Congo. Donc c'est un pays tout indiqué justement pour lutter contre ces émissions-là. Alors, nous nous sommes lancés depuis 2009 dans ce processus-là pour arriver à réduire les émissions. Mais lorsque vous parlez émissions, c'est quelque chose d'abstrait. Ça suppose aussi qu'il faut vraiment former les personnes pour être en mesure de réduire ces émissions. C'est pour ça que depuis 2009 jusqu'à maintenant, nous sommes toujours dans la phase qu'on appelle de préparation. Et dans cette phase de préparation, en fait, l'objectif global, si on peut se résumer, c'est quoi? C'est que vous avez les émissions de gaz à effet de serre qui causent des dégâts, qui proviennent de la destruction des forêts. En fait, on se dit, quelles sont les causes? Et une fois on a identifié les causes, qu'est-ce qu'on fait pour combattre ces causes? C'est ça qu'on appelle la stratégie nationale RED. Mais à part ces deux extrémités-là où vous connaissez les causes et vous élaborez votre stratégie nationale, il y a d'autres tâches importantes qu'on appelle prérequis qu'il faut nécessairement réussir pendant la phase de préparation. Il y a ce que nous appelons par exemple les MRV, c'est des systèmes de monitoring, mesurage et vérification. C'est ce système-là qui vous permet de connaître l'étendue de vos forêts et leur évolution dans le temps, c'est-à-dire la forêt se dégrade, dans quel endroit, ainsi de suite. Donc ces systèmes-là, on s'est lancé pour essayer de les mettre en place. Aujourd'hui, nous sommes très avancés parce que les deux volets de ce système-là, c'est-à-dire les mesures sur terrain, nous avons déjà des équipes qui sont formées, mais nous avons déjà un système qui nous permet de suivre l'évolution de nos forêts à partir des images des satellites. Donc voilà déjà un premier résultat très important que nous avons acquis. Il y a les causes de la déforestation. Lorsque nous avons commencé, on s'entraquisait mutuellement. Ah, c'est l'exploitation industrielle. Non, c'est l'exploitation artisanale. Non, c'est l'agriculture. Donc il a fallu mener une étude qui met tout le monde d'accord. Et là, le consensus sur les causes de la déforestation est déjà obtenu. Donc nous connaissons les causes. Maintenant, nous pouvons aller vers les mesures correctives. Mais lorsque vous parlez RED, c'est quelque chose de nouveau. Donc quand vous voyez comment on se forme, on a focalisé les efforts par composante. Et la première composante, c'est l'information, l'éducation et la communication. Parce qu'il faut que tout le monde soit informé, c'est que c'est la RED. Et pourquoi il faut réduire ces émissions. Donc il faut toucher tout le monde, depuis les sommets, c'est-à-dire l'autorité politique, jusqu'aux paysans qui est sur le terrain et qui utilisent la forêt. Alors là, nous avons élaboré le plan intégré de communication qui va être déployé pour que vraiment tout le monde puisse entendre parler de la RED. Il y a aussi à l'intérieur de ça d'autres prérequis qu'il faut accomplir si on veut aller dans la RED. Il y a ce que nous appelons les cadres de mise en œuvre. C'est-à-dire toute une série de mesures qu'il faut mettre en place pour que la RED puisse s'asseoir. Par exemple, nous parlons dans la RED, vous réduisez les émissions et vous êtes récompensé financièrement. C'est-à-dire que l'argent va circuler. Et dès que l'argent circule, il faut mettre des garde-fous. Donc là, nous sommes en train de travailler sur un fonds national qui va canaliser tous les avoirs, tous les financements RED et qui va définir des règles, comment répartir, qu'est-ce qu'il faut financer, qu'est-ce qu'il ne faut pas financer. La RED va avoir besoin de nouvelles lois pour être mise en place. Là, nous avons les parlementaires qui sont mobilisés par un bureau d'études internationales spécialisé dans les domaines pour les former, pour les pousser vraiment à identifier les lois, les nouvelles lois qu'il faut pour les édicter de façon que lorsque la RED vient,
puissent s'asseoir tranquillement. Il y a ces revenus qui sont générés par la RED, comment est-ce qu'on va les distribuer? Là aussi, il y a des réflexions qui sont menées sur le partage des revenus, comment est-ce qu'on va les faire, ainsi de suite. Vous avez toute une composante qui s'occupe de construction de la stratégie nationale. Pour construire la stratégie nationale, vous avez besoin de mener des études, dont la première, je venais de la citer, c'est sur les moteurs de la déforestation, mais il faut aussi des données de terrain. C'est là où vous entendez parler de projets pilotes qui nous permettent de récolter des données sur le terrain qu'on va confronter aux données des études pour être vraiment à mesure de construire cette stratégie nationale qui va dire comment nous pouvons lutter efficacement contre la déforestation. Il y a aussi ce qu'on appelle le niveau de référence. C'est-à-dire que lorsque nous voulons mesurer les efforts que nous menons dans le cadre de la déforestation et de la dégradation, il faut avoir une ligne de base. C'est-à-dire sans les activités RED, comment est-ce que nos émissions de gaz à effet de serre allaient évoluer au cours du temps. Et c'est à partir de cette ligne de base que nous pouvons dire, oui, depuis que nous avons commencé à appliquer les activités RED, eh bien, nous voyons que la dégradation des forêts diminue ou bien s'accélère parce qu'il y a toujours des phénomènes parfois que vous ne pouvez pas imaginer, ce qu'on appelle les fuites. C'est que vous pensez bien agir, mais quand vous mesurez les résultats, soit qu'ils sont très faibles, soit que vous faites du sur-place, et là, c'est le niveau de référence qui peut vous dire, oui, vous êtes en train de progresser ou bien vous ne faites pas des progrès du tout. Alors, tout ce que nous faisons là, en fait, c'est pourquoi? C'est pour que dans ce processus-là, nous voulons réduire les émissions, mais nous voulons aussi lutter contre la pauvreté des populations. Comment est-ce que vous pouvez lutter contre la pauvreté des populations si vous n'avez pas des activités sur le terrain? Et les activités de terrain demandent de l'argent, demandent des investissements. Et une des retombées vraiment importantes, c'est que grâce à tous les efforts, grâce à tout le travail qui a été mené dans notre pays, il y a un fonds qu'on appelle le fonds d'investissement pour la forêt qui est venu récompenser déjà notre pays en disant on met à votre disposition 60 millions de dollars qui vont permettre justement d'offrir des alternatives aux paysans et à tout le monde. C'est que vous allez dire à un paysan, il faut réduire l'utilisation de la forêt que vous faites. Mais il va vous dire, mais oui, mais moi, comment je vais vivre si maintenant je dois réduire mes superficies forestières? Alors là, il faut offrir des alternatives. On dit, oui, vous pouvez réduire et produire la même quantité si on vous aide à entrer dans la fertilisation de votre terroir, si vous apportez des semences améliorées, et tout ça ne peut venir que de l'investissement. Et une des retombées, une des choses importantes, c'est que notre processus a été évalué par un évaluateur indépendant. Et on a reconnu qu'effectivement, nous sommes très avancés. Nous sommes en train de terminer cette phase de préparation. Nous connaissons quelques retards pour des raisons indépendantes de notre volonté, mais nous sommes vraiment vers la fin de la phase de préparation et nous allons pouvoir entrer de pied dans la phase d'investissement. Fabien, le coordonnateur, venait parler des avancées significatives du processus RED, mais on voulait savoir, il a parlé des MRV, qui est le monitoring, reporting et vérification. Est-ce que nous pouvons savoir un peu quelles sont ces avancées sur les plans des MRV et les résultats des MRV? Alors, sur le plan du MRV, comme l'a souligné le coordonnateur, l'enjeu c'est quoi? L'enjeu c'est d'être capable de suivre quelle est notre superficie forestière, comment est-ce qu'elle évolue dans le temps, pourquoi, comment, à quel rythme, à cause de quoi est-ce qu'elle se dégrade, pourquoi est-ce que certains espaces forestiers sont transformés en pâturage, en espaces de culture, en zones urbaines, etc.
Donc, ce qui a été fait ces derniers temps, c'est qu'en fait, on a plusieurs champs de travail dans ce volet MRV. Il y a un premier volet qui est, je dirais, le premier niveau, j'ai envie de dire, c'est le suivi satelllital du couvert forestier national. Là-dessus, la RDC a été le premier pays à présenter un système de MRV, je dirais, donc de suivi, monitoring, reporting, vérification, qui est consistant, compliant, comme on dit en anglais, donc qui est conforme à la phase 2, donc aux exigences de la phase 2 du mécanisme RED international. Donc en fait, on a un mécanisme aujourd'hui qui nous permet d'entrer en phase 2, donc en phase d'investissement, plus précisément, en phase d'investissement pour la RED, donc qui nous permet de commencer à discuter avec des partenaires pour passer à des financements à grande échelle, pour pouvoir mettre en place des activités, parce qu'on a ce système de suivi des terres par satellite qui nous permet de voir comment les choses évoluent. Est-ce que d'une manière banale, on peut dire que la déforestation diminue ou ça augmente? Non, la déforestation aujourd'hui augmente en RDC. Nous, le travail qu'on a fait n'est pas un travail, je dirais, aujourd'hui pour réduire la déforestation. C'est un travail pour préparer le pays à entrer dans ce mécanisme international. Donc ce mécanisme international, il veut dire quoi? Il veut dire qu'on est dans une situation de base, dans laquelle, pour les besoins de son développement, mais aussi pour du fait de la contingence des besoins de lutter contre la pauvreté, etc., qui ne créent pas nécessairement du développement, aujourd'hui, en RDC, on déboise. Et on déboise à l'échelle internationale de manière plutôt limitée, mais on déboise à l'échelle, par exemple, du bassin du Congo de manière extrêmement rapide. On est le pays qui déforeste le plus vite aujourd'hui dans le bassin du Congo. Et surtout, cette déforestation va croissante. Les derniers chiffres nous montrent bien que dans la dernière décennie, on a déforesté 2 fois plus vite que dans la décennie précédente et que ce rythme tend encore à s'accroître. Donc, grosso modo, on est sur une mauvaise pente vis-à-vis de ça. Et la conviction profonde, c'est de se dire qu'on peut avancer dans un système économique et dans un modèle de développement qui va préserver cette forêt, qui va mieux la valoriser au service du pays. D'accord ? Mais pour pouvoir arriver à ça, il faut investir. Il y a un mot important qu'a dit le coordonnateur Kanou, c'est il faut investir. Et la RED, c'est avant tout une question d'investissement. Il faut investir dans les modèles agricoles en RDC pour faire en sorte que les paysans aient besoin de moins d'espace pour produire plus. Il faut investir dans les systèmes énergétiques en RDC, par exemple l'hydroélectricité, etc. Il y a aussi d'autres solutions, pour faire en sorte que peut-être plus 90 ou 95% de l'énergie consommée en RDC, ça vienne du bois qu'on va aller chercher dans la forêt. Et on voit les impacts dans tous les bassins urbains, autour de tous les bassins urbains, qui déforestent très vite. Mais pour que, au contraire, on puisse davantage accéder à de l'énergie électrique, par exemple, comme alternative à ce bois de chauffe-là, au macala, à la braise, etc. Donc en fait, il faut investir dans ces différents secteurs. Donc ça c'est vraiment la vision de RED. Donc par rapport à ça, le MRV, c'est le mécanisme avec un niveau, comme je disais, de suivi satellitaire. D'accord ? Il y a un deuxième niveau qui est un niveau de suivi sur le terrain, parce que les images satellites, elles nous donnent un certain nombre d'éléments, mais la réalité du terrain parfois est différente. Donc il faut pouvoir avoir des équipes, des chercheurs, de l'administration, de la société civile, etc. sur place qui vérifient la qualité de ces données-là et qui va aussi pouvoir mieux la qualifier. C'est-à-dire qu'on ne dira pas uniquement, tiens, ici ça déforeste et ici ça déforeste pas, mais on va dire pourquoi ça déforeste. Quelles sont les dynamiques en cours ici qui amènent à déforester ou qui, au contraire, justement, amènent à réduire la déforestation. Il y a un dernier volet, en fait, un dernier aspect, mais je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, un dernier aspect sur le MRV qui est la traduction, je dirais, des surfaces forestières qui se dégradent ou qui se déboisent, etc. Cette traduction-là en gaz à effet de serre. Cela veut dire on procède par la forestation ou reboisement pour arriver à ça. On a énormément de techniques, en fait, et là je vous renvoie vers la stratégie cadre aujourd'hui de la RED, qui en fait est l'ouvrage qu'on est en train de finaliser, de formater, et qui consolide l'ensemble des idées d'investissement autour de la RED. Donc je parlais un peu tout à l'heure de l'agriculture, de l'énergie, le coordonnateur évoquait les questions de foncier, d'aménagement du territoire. Il faut améliorer les systèmes de gouvernance si on veut faire en sorte, par exemple, qu'il y ait plus d'investissement
dans le reboisement, dans la foresterie, par exemple, dans l'agroforesterie. Tout ça, il faut faciliter l'investissement. Donc, il faut faire en sorte que le climat des affaires s'améliore, il faut faire en sorte que les infrastructures s'améliorent, etc. Donc, on est vraiment dans un projet. En fait, la stratégie RED s'insère naturellement dans un projet de développement du pays. D'ailleurs, on retrouve dans la stratégie cadre RED les éléments, les éléments d'encadrement qui sont posés par le DSRP2, qui sont posés par le programme d'action gouvernementale. Donc tout ça, ça s'insère naturellement parfaitement. Et si vous prenez cette stratégie cadre RED, vous voyez de manière extrêmement pratique qu'est-ce qu'on peut faire dans le domaine de la foresterie. Vous parliez de reboiser. On peut effectivement reboiser dans certains endroits. Après, il y a différents modèles. On peut avoir des modèles de reforestation qui sont des modèles industriels. On peut avoir des modèles de reforestation plutôt communautaires. Donc ça dépend des réalités du terrain, etc. Donc il y a une richesse, je dirais, absolument incroyable en termes d'opportunités, en termes de levier d'action. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est de vulgariser ces éléments-là. Pas nécessairement que tous les Congolais soient au courant de ce que c'est que le niveau de référence, le MRV, etc. Mais surtout qu'ils sachent dans quoi est-ce qu'on peut investir, dans quoi est-ce que ça va rapporter pour le pays, dans quoi est-ce que le pays va pouvoir du coup être éligible à un certain nombre de financements internationaux et du coup un certain nombre de mécanismes d'investissement, de compensation vont pouvoir se mettre en œuvre pour appuyer ces investissements-là. Oui, la stratégie cadre national RED+ parle des 7 piliers qui se trouvent là, les 7 piliers. Est-ce que pensez-vous qu'avec les fonds FIP, on peut financer les 7 piliers et vous ne voyez pas que ces montants qui est alloué à la RDC pour les 7 piliers, ça sera insuffisant à vos points de vue? Les FIP ne viennent pas. Les 60 millions reçus de FIP ne viennent pas justement pour mettre en pratique toute la stratégie que nous sommes en train d'élaborer. Parce que comme venait de le dire Fabien, la stratégie cadre qui sera suivie de la stratégie nationale, c'est-à-dire définitive, va identifier toute une série d'activités à mener dans différents domaines. On ne peut pas faire ça avec les 60 millions que nous avons reçus. Les 60 millions reçus du FIP, c'est pour faire vraiment les premiers investissements, pour offrir des alternatives, comme je le disais, aux activités qui sont en train d'être menées aujourd'hui. C'est-à-dire que vous entrez dans les domaines de l'énergie, vous allez constater que 95% des ménages utilisent le bois de feu. Alors, si vous leur dites n'utilisez plus le bois de feu, il faut leur offrir des alternatives. Et même dans l'utilisation de bois de feu, il faut jouer sur plusieurs leviers. C'est que quelqu'un qui utilise un foyer, il va avoir une certaine efficacité énergétique, mais si vous lui apportez un foyer amélioré, il peut, avec la même quantité de charbon de bois, doubler l'efficacité énergétique. Donc vous allez voir que ces fonds-là, FIP par exemple, viennent pour proposer qu'on puisse diffuser des foyers améliorés. Mais de l'autre côté, il faut planter des arbres pour que, comme on voit bien que l'énergie vient du bois, il faut pouvoir planter des arbres qui vont faire que si vous produisez votre charbon de bois à partir des arbres que vous avez plantés vous-même, vous n'êtes pas en train de détruire la forêt naturelle. Mais pourquoi pas seulement donner cet argent pour par exemple, avoir l'énergie électrique? Et là, ça facilite les choses par rapport au bois. Mais parce qu'il y a un temps pour accomplir le projet. C'est que si vous voulez construire un barrage, même si les montants étaient suffisants pour construire un barrage, ça vous prendrait des années avant que votre barrage ne soit opérationnel. Mais dans l'entretemps, qu'est-ce qu'on fait? Ce sont des problèmes qui sont déjà là, qu'il faut résoudre parce que tous les jours, quand la ménagère se lève, ses yeux sont tournés vers son foyer. Son foyer, il est soit électrique, soit au charbon de bois. Donc il faut déjà lui offrir maintenant une alternative pendant que nous attendons les grands investissements qui vont nous permettre de construire des barrages, de distribuer l'électricité, ainsi de suite, et pendant que les niveaux de vie aussi s'élèvent. Parce qu'aujourd'hui, même si vous distribuez l'électricité partout, les gens honnêtes vont venir vous dire « Merci bien pour l'électricité, mais est-ce que vous n'ajoutez pas une cuisinière? Vous n'ajoutez pas un réchaud ?» Or, il n'y a aucun État au monde qui va pouvoir
distribuer des cuisinières à tout le monde, des réchauds à tout le monde. Donc ça doit venir de l'élévation du niveau niveau de vie de la population. Et ça vient avec le temps. C'est pour ça qu'on se met dans l'urgence pendant qu'on est en train de chercher les gros moyens pour aller vers ce qui est durable. Fabien, votre point de vue? Oui, je suis parfaitement d'accord naturellement avec ce que dit le coordonnateur. Peut-être pour revenir sur les premières questions d'économie verte, etc. Je pense que là, on est exactement là-dedans. On n'est pas en train de parler d'aide au développement. On n'est pas en train de parler de système qui tient à bout de bras pendant quelques années par le bon vouloir de certains bailleurs, etc. On est en train de parler d'économie verte. L'économie verte, c'est fondamentalement un système économique qui fonctionne, qui tourne, qui crée des emplois, qui crée de la richesse, etc. Cela veut dire RED et l'économie verte, il y a des liens? On peut faire des liens? Oui, parfaitement. En fait, ce qui est important, et je pense que ce qui est important que aujourd'hui les Congolais qui nous regardent gardent à l'esprit, ce qui est important, c'est que derrière tous ces termes-là d'économie verte, de RED, etc., ce qui est important, c'est la pratique. Il y a un message clair qui est de dire qu'aujourd'hui, on est capable en RDC de préserver le capital naturel, qui est une richesse énorme, qui est la source de services innombrables, y compris dans le domaine agricole, énergétique, etc., etc. Et on est capable de préserver ce capital tout en développant et en accélérant le développement du pays, en le rendant plus équitable, etc. C'est ça qui est important. Derrière cette notion-là, on a un certain nombre d'éléments très pratiques qu'on peut mettre en œuvre dans l'agriculture, dans l'énergie, etc. Je prends cet exemple de foyer amélioré. On a mené une étude en 2010, une étude cadre, d'accord, sur un programme anticipé sur ces foyers améliorés, qui d'ailleurs, pour l'anecdote, est reprise dans le programme d'action gouvernementale. Cette étude, elle dit grosso modo que si on investit à l'échelle de la RDC, si on investissait 100 millions, okay, je donne des chiffres gros, d'accord, si on investissait 100 millions dans les foyers améliorés, on produirait naturellement des emplois, de la richesse économique, etc., des activités. On produirait naturellement de la réduction d'émissions parce qu'on consommerait moins de charbon de bois, etc. Mais in fine, par le simple fait que les ménages auront moins besoin d'acheter du macala, etc., pour pouvoir répondre aux mêmes besoins de chauffage et tout ça, on va faire une économie d'à peu près 1 milliard de dollars au niveau des ménages congolais dans la consommation de charbon de bois. Wow. Donc vous investissez 100 millions, vous obtenez 1 milliard d'économies. Alors, il y a des problèmes à ça. Il faut investir. Donc il faut les trouver, les 100 millions. Et puis il faut avoir le cadre qui permette de les investir. D'accord ? Donc les questions de tracasserie, les questions de bonne gouvernance, les questions de... Voilà, toutes ces questions-là se posent. D'accord ? Mais fondamentalement, on sait que ça marche. Et on a un certain nombre de pays qui ont déjà ouvert la voie à ça. Donc il suffit, entre guillemets, il suffit de mettre en œuvre. Les solutions existent. Et ce qui est important aussi, c'est de voir que, encore une fois, je fais une allusion à ce que disait le coordonnateur, le développement, ce n'est pas quelque chose qui se décrète du jour au lendemain et qui se fait de haut en bas. D'accord ? On ne crée pas du développement en lançant des grands chantiers, etc. Le développement, c'est la base. Si on veut du développement en RDC, il faut que la base s'approprie ce développement. Lorsque vous avez un foyer qui va économiser grâce à son foyer amélioré, d'accord ? Quand vous avez un ménage congolais qui va économiser en bout d'année $30 ou $40 ou $50 en braise, d'accord ? Ces 30, 40 ou $50 en braise, c'est de l'argent qu'il va pouvoir utiliser pour mieux éduquer ses enfants, pour mieux nourrir sa famille, éventuellement pour épargner, pour pouvoir mieux investir ou acheter des semences améliorées, etc. Le développement, c'est ça. Ce n'est pas des grandes théories, c'est comment est-ce qu'à la base, dans le quotidien des gens, les choses changent. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir penser les investissements RED, non pas comme uniquement des espèces de grands travaux qui vont amener une croissance du PIB, etc., mais comme des investissements sur le terrain qui vont vraiment changer la vie des gens. Et ça, encore une fois, il faut regarder la stratégie cadre, il faut regarder quelles sont les priorités, les questions de faisabilité, les questions de coût-opportunité. On a des solutions qui sont moins coûteuses, qui rapportent plus que d'autres, etc. Et ça doit permettre, et il y a encore un certain travail à faire là-dessus, mais dans les prochaines années, ça doit permettre d'affiner ça, de mieux expérimenter, de démontrer sur le terrain qu'est-ce qu'on peut faire, et de mieux pouvoir quantifier pour prioriser entre les différentes options. Oui, la République démocratique du Congo venait d'abriter le 14e sommet de la francophonie. Et nous avons suivi, bien sûr, le discours du président français qui donnait l'impulsion
de mettre en place l'Organisation mondiale de l'environnement. Et cette Organisation mondiale de l'environnement devrait être basée en Afrique et bien sûr c'est au niveau de Nairobi selon les informations que nous avons. Comment appréhendez-vous cette proposition? Vos points de vue? Comment on l'appréhende? C'est que merci pour le président français. Ça signifie qu'il veut faire honneur à l'Afrique. Et si vous allez à Nairobi, puisque c'est de ça que vous parlez, en fait, le siège des PNUE, Programme des Nations Unies pour l'environnement, est basé là-bas à Nairobi depuis de nombreuses années. Je crois qu'on donnerait seulement de l'impulsion, on donnerait une plus grande envergure pour que le programme s'installe là-bas. Et s'il peut s'installer en Afrique, bon, je dis qu'on nous fait un honneur, mais qui n'est pas gratuit. C'est que nous avons effectivement beaucoup de ressources en Afrique qu'il faut préserver. Si vous voulez voir la nature naturelle, nous y sommes. Nous avons dit tantôt que nous avons les forêts du bassin du Congo, dont 60% dans notre pays. Et les forêts du bassin du Congo, c'est le deuxième poumon des forêts tropicales au monde. Donc ce serait justifié que vraiment en Afrique, la ressource en eau, la biodiversité, la faune. Vous voyez des pays comme les Kenya, les gens viennent de partout pour venir admirer les merveilles de la nature. Mais une fois en passant au parc national Kenya, quand je suis passé là-bas, il y avait un hippopotame dans une mare. Pendant qu'au parc national de Virunga, avant la guerre, la population était estimée à 30 000 hippopotames. Et quand on arrivait là-bas, effectivement, la seule question qu'on s'est posée, c'est que comment ils les ont comptés. Mais vous les voyez, effectivement, vous dites qu'ils ne doivent pas être loin du chiffre qu'ils avancent. Donc, s'il y a une biodiversité en Afrique qui fait que, vraiment, on ne se trompe pas des sites si on met ça en Afrique. Fabien, parce qu'on est vers la fin de l'émission, votre point de vue dans une minute, et puis on va arrêter l'émission. Non, peut-être juste, enfin je suis naturellement en phase avec ce qu'a dit le coordonnateur, mais peut-être moi ça m'amène une réflexion sur le rôle de l'Afrique dans cette économie verte et dans cette transformation-là vers le développement durable. Il est plus aisé, enfin j'ai envie de dire, l'Afrique est le continent qui émerge aujourd'hui, d'accord. On voit, on parle de crise financière un peu partout, etc. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est vraiment le continent qui se développe depuis quelques années, on a des taux de croissance, etc., plus importants. Et on se dit, enfin, ça y est, c'est l'heure de l'Afrique, d'accord. Je pense que c'est un élément important parce que c'est le moment, je dirais, de l'évolution de la pensée, du développement, de l'environnement, etc. C'est le moment où aujourd'hui la communauté internationale est la plus mûre pour considérer toute la pertinence des approches de développement durable et comment est-ce que l'environnement est un levier du développement dans une gestion durable, et non pas un frein, etc. etc. Donc ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'on ait cette idée de faire, entre guillemets, de l'Afrique, la capitale mondiale, d'accord, de l'environnement dans le développement, pas de l'environnement pour le plaisir de protéger les papillons, mais de l'environnement parce que c'est la base du développement. Et en sachant que plus tôt une économie évolue vers ce modèle-là de développement durable, j'irais, moins les coûts d'opportunité sont élevés. Je vais donner un exemple très simple. Le gros problème aujourd'hui, un des gros problèmes aujourd'hui de la pollution aux États-Unis, c'est le problème de l'urbanisation. Quand vous avez des villes qui sont extrêmement étendues, avec des densités extrêmement faibles par rapport à d'autres villes, d'accord, le modèle de ville américain, avec des petits pavillons partout, etc., vous avez un modèle économique structuré pour des décennies pour produire des gaz à effet de serre. Parce que vous aurez toujours besoin de votre voiture pour vous déplacer très loin, pour aller faire vos courses, pour aller à l'hôpital, etc. etc. C'est le système qui est comme ça. Donc quand vous décidez de l'aménagement de votre territoire, de votre urbanisation, de vos systèmes d'infrastructure, de transport, etc., qui sont des investissements extrêmement lourds, qui vont déterminer finalement votre empreinte écologique, qui vont déterminer votre capacité à avancer vers l'économie verte dans les prochaines décennies, il est plus facile d'investir aujourd'hui dans un pays comme la RDC où j'ai envie de dire tout est à construire
plutôt que d'aller transformer des économies qui sont déjà, je dirais, engluées dans des modèles d'urbanisme, etc., qui sont extrêmement consommateurs d'énergie et d'environnement, etc. Donc pour moi, c'est quelque part un signe de dire que l'Afrique est aujourd'hui le continent qui se développe. Si elle peut inscrire son développement sur la voie du développement vert, je pense que ça peut être effectivement un phare pour le développement de nombreux pays et de nombreux continents à l'avenir. Fidèles téléspectateurs, merci beaucoup. Merci Fabien Monté, vous êtes le conseiller technique principal à la CNRD. Merci les coordonnateurs Léon Kanumbizi. Merci pour votre participation à l'émission Caribe Environnement. Fidèles téléspectateurs, merci beaucoup pour avoir suivi l'émission Caribe Environnement. Restez branchés sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Au revoir.